Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce second volet des interviews de l'année, des interviews que nous voulons différentes. Cette fois-ci, nous vous en proposons 6 interviews de personnalités économiques très différentes les unes des autres. Elles sont issues de secteurs eux aussi très différents. Le premier d'entre eux, c'est Luc Van Stenkist. Il est l'actuel patron de Recticel, mais également depuis avril 2002, le nouveau patron de la Fédération des entreprises de Belgique. Écoutez-le. La réforme en profondeur des impôts sur les sociétés des personnes physiques est certainement le fait économique marquant pour Luc Van Stenkist, qui souligne que le gouvernement a pris ce risque dans une période où on ne peut plus troubler. L'impôt des sociétés est diminué contre certaines mesures compensatoires en vue de garder la neutralité budgétaire. Et c'est selon le président de la FEB tout à fait compréhensible. Voor mij is het belangrijkste dat het signaal gegeven is. En dat het signaal ook gegeven is dat men deze politiek wil verder zetten. Zodanig dat enerzijds op het individueel niveau de mensen weten dat ze langzaam maar zeker aan koopkracht gaan winnen. En dat op het ondernemingsniveau wij beter overkomen in het buitenland en beter overkomen bij investeerders die willen in België ondernemingen opbouwen. Le coût salarial reste le maillon faible des entreprises belges et un désavantage concurrentiel sur la scène internationale. Les employeurs prêchent donc avec force pour une modération salariale. Mais en tant que président de la FEB, Luc Van Stenkist a poussé la concertation sociale vers un accord interprofessionnel avec les partenaires sociaux. Après 2 semaines d'impasse totale, les discussions ont accouché d'un mini-accord avec une proposition de compromis pour une norme salariale de 5,4%. Het interprofessioneel akkoord nu is een gemodereerd akkoord, maar niet tegenstaande dit blijven we met een te hoge loonkosten in vergelijking met de ons omliggende landen. En zeker als we naar Centraal-Europa gaan kijken, waar het grootste gevaar voor de toekomst vandaan komt. La modération salariale est nécessaire pour rester compétitif dans une économie libéralisée où des multinationales comme Philips n'hésitent pas à délocaliser une partie de leur production vers des pays plus attrayants en matière de coûts sociaux. We moeten durven, zonder het woord verankeren in de mond te nemen, toch eens terug nadenken over waarom nemen bedrijven beslissingen om bepaalde filialen te sluiten. Waarom gaan ze weg uit België? En ik denk dat we toch terug moeten de moed hebben om de vraag te stellen hoe kunnen we meer beslissingskracht houden in de Belgische economie, zodanig dat we beter kunnen inspelen op dat soort evenementen. Mais en tant que patron de Recticel, Luc Van Stenkist a été un acteur de premier plan devant la crise économique en Belgique. Une année 2002 marquée selon lui par l'insécurité sur tous les fronts. Een jaar van wachten. En wachten is iets dat de mensen niet graag hebben. Wachten op een oorlog die komt of niet komt. Wachten op een economie die hervat of niet hervat. Is iets dat een economie sterk markeert. Mensen beginnen te sparen, geven niet meer uit, worden onzeker over hun job. En dan heb je een negatieve spiraal die moeilijk terug in gang te krijgen is. Et pour l'année 2003, le président de la FEB ne prévoit pas d'amélioration sur le court terme. Ik denk niet dat het beter wordt. Ik denk niet dat het beter wordt omwille van het feit dat Duitsland totaal verzwakt is. En Duitsland blijft toch een zware indicator van hoe dat het zal lopen in de andere landen. Nederland voelt dat quasi direct. België is iets minder afhankelijk, omdat het nog meer landen rondom zich heeft. Dus ik denk dat 2003 alleen al daarom een zeer onzeker jaar zal worden. En ten tweede, de oorlog van Irak, komt die niet? Duurt die niet, zal maken dat de mensen de eerste maanden blijven wachten, dus er zal niks gebeuren. En voordat een economie dan echt op gang komt, hebt u nog tussen de 6 à 9 maanden nodig. Dus ik voorspel een moeilijk 2003. Il est devenu au fil des années une figure emblématique du syndicalisme belge. Il y a tout juste un mois, il négociait encore pendant toute une nuit avec Luc Van Stenkist des accords interprofessionnels. Josely Piette, le secrétaire général de la CSC, a accepté pour nous de revenir sur ce qu'il avait marqué en 2002. Une année particulièrement lourde, on le sait, sur le front de l'emploi. Pour moi, ça a été évidemment la relance de l'ex-Sabena et Sun Airlines qui a permis de sauver pas mal d'emplois et qui a permis de sauver aussi une activité économique importante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 12 000 emplois perdus lors de la faillite en novembre 2001 et moins de 2000 créations d'emplois lors du lancement de SN Brussels Airlines début 2002. Sans aucun doute un des faits marquants de l'année en Belgique où l'on n'avait jamais connu une faillite socialement aussi douloureuse. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des centaines de travailleurs de la Sabena dans les permanences. Nous avons pu faire des réunions avec des personnes qui étaient au bord du désespoir.
Et malheureusement, il y a eu des drames. Et donc, ça nous a vraiment pris au niveau syndical le terme solidarité, le terme aussi de relancer une dynamique avec des travailleurs de qualité. Pour nous, c'était essentiel. Et donc, on a beaucoup soutenu le projet. Mais il y a également l'avenir. Pour s'adapter à ce qui fait aujourd'hui leur quotidien, les syndicats semblent miser beaucoup sur les accompagnements sociaux, dont les prépensions sont les plus connues, mais également les cellules d'outplacement ou de reconversion qui font leurs preuves. Ces nouvelles formes de guérison sociale font désormais partie du quotidien. Il y a aussi d'autres qui vont souffrir, c'est ça ma préoccupation, c'est évidemment toutes les technologies de pointe. On a vécu, dans ces derniers mois, à Catel, on vit Philips Limbourg, donc là on voit que les entreprises qui avaient aussi pignon sur rue, qui avaient aussi un potentiel technologique de développement, sont en train malheureusement de se restructurer, voire de délocaliser de façon assez importante. Et on va évidemment connaître des saignées d'emploi, et ce sont dans des secteurs sensibles pour nous, parce que c'est quand même l'avenir. Le travail, c'est la vie, il n'y a rien à faire, on peut faire toutes les grandes analyses que l'on veut, mais ça reste quand même l'élément moteur numéro 1 pour une vie sereine en société. Le 11 décembre dernier, patrons et syndicats accouchaient au forceps d'un nouvel accord interprofessionnel pour les années 2002-2003. Jocely Piette le reconnaît, cet accord est particulièrement, sa norme salariale de 5,4% est un accord de crise. Les travailleurs n'ont plus qu'une chose en tête, garder leur emploi. Nous avons négocié un accord pour 2 400 000 travailleurs. Il y a une infime minorité qui peut peut-être encore se dire j'irai chercher du salaire en plus ou de l'avantage. Mais les autres, la majorité de nos dirigeants nous ont dit attention, l'emploi, l'emploi, l'emploi. L'année syndicale 2002 s'est également celle entachée par ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Albert Faust et en général du 7K de Bruxelles. L'image du monde syndical en prend un sérieux coup. Peu à peu, certaines révélations fracassantes en deviennent affligeantes. Les camarades s'affrontent alors à fleur et moucheté et poursuivent aujourd'hui devant les tribunaux. Cette affaire nous a aussi interpellés, bien entendu, parce que c'est l'image syndicale qui a été attaquée. C'est un problème, à un moment donné, c'est un problème de crédibilité du syndicat vis-à-vis des travailleurs. Et nous avons donc dû, et nous voulons continuer à mener une campagne d'information à tous nos affiliés. Nous avons fait ça dans la presse syndicale le week-end passé, pour expliquer où va l'argent, comment il est géré, à quoi sert la cotisation syndicale, pour que chaque affilié voit très bien que les choses sont claires et qu'il n'y a pas comme ça des dérapages qui peuvent se faire n'importe où, n'importe comment. Il n'a pas sa langue en poche et son franc-parler est de notoriété publique en Wallonie. En 2002, et pour la première fois de son histoire, son entreprise Systémat a dû se restructurer et se séparer de certains de ses collaborateurs. Une période que Jean-Claude Loger qualifie de douloureuse. À titre personnel, il revient sur celle-ci dans notre interview. Mais avant, je vous propose son fait marquant pour l'économie en 2002. Un seul chiffre peut être un élément principal. 8 700 milliards de dollars évaporés, perdus à Wall Street, en bourse de New York. Un véritable crash boursier dont on ne parle pas trop et qui aura des conséquences lourdes pour les entreprises et pour les PME et les entreprises en général. Conséquence directe pour les PME, une impossibilité de lever des capitaux aujourd'hui en bourse. Entré à la cote à Bruxelles en 1997, Systémat a alors pu trouver un financement dans son expansion via une place boursière. Après la débâcle de ces dernières années, et notamment celle de 2002, cet accès boursier au marché s'est refermé. Eh bien, cette fenêtre, aujourd'hui, s'est refermée. Et la capacité des entreprises, et des petites entreprises principalement, de pouvoir se refinancer sur ce marché a disparu, probablement pour de longs mois, voire plusieurs années. Et donc c'est un élément extrêmement grave, c'est cette espérance qui, à mes yeux, a disparu. Devant ce qu'il estime être un crash boursier, Jean-Claude Loger dit garder confiance dans les managers actuels. Alors, tout simplement incompris, les patrons de Vivendi Universal, Enron ou encore WorldCom. C'est vrai qu'il y a quelques cas emblématiques, mais je vous dirais que ces personnes ont été gonflées à l'hélium, ont été littéralement portées par une communauté financière et une communauté médiatique qui finalement a construit littéralement leur personnage, et il ne faudrait pas leur attribuer 100% de la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est une responsabilité collective, et en ce qui concerne les small caps, c'est certainement pas l'attitude des patrons de petites et moyennes entreprises. Vous n'allez pas les comparer à Jean-Marie Messier. Reste que faut
il y a, et très clairement, se plaît à rappeler le patron de Systémat, et personne n'est épargné. Mais c'est la faute très clairement à la communauté financière, la faute aux analystes, la faute au cabinet d'audit, la faute au cabinet d'avocats qui ont monté littéralement toute une série de dossiers avec certains entrepreneurs plus opportunistes que réalistes, si je puis dire, et qui ont conduit à de multiples catastrophes dans ce qu'on a appelé la fameuse bulle Internet. L'année 2002 pour Systémat, cette fois, c'est une douloureuse restructuration visant à remettre les compteurs à zéro. Le numéro 1 belge des services micro-informatiques a vu durant le premier semestre tous ses principaux indicateurs bilantaires piqués du nez. 140 collaborateurs sont remerciés. Je crois que ce qui a été le plus dur en 2002, c'est de nous séparer pratiquement de 120, 140 collaborateurs qui étaient des gens remarquables, qui n'ont certainement pas mérité le fait de devoir quitter l'entreprise, mais l'entreprise a dû adapter sa voilure à la taille du marché. Et ce n'était pas dans nos habitudes chez Systémat. Nous avons toujours été une entreprise qui a grandi, qui a engagé. Le fait de devoir réduire nos effectifs, ça nous a fait très mal, et à moi en particulier. L'année 2002, c'est également le gel des investissements de beaucoup de grosses entreprises. Les projets sont mis au frigo par la crise. S'il comprend ce refroidissement, Jean-Claude Loger prévient à sa manière que les PME belges ne pourront pas encaisser éternellement la crise. Si nous devons souffrir non seulement de la petite taille de notre pays, mais également de la désaffection des entreprises et des investisseurs de notre pays, je pense que ça va devenir extrêmement difficile de ne pas devenir simplement un pays de sous-traitants, un peu les moujiks de l'Europe, si je puis dire. Oui, je suis dur, mais vous savez, moi, ma carrière est terminée. Je peux me permettre aujourd'hui de dire ce que je pense. Après plus de 30 ans passés dans un premier temps en crédit communal et dans un second temps chez Dexia, Luc Onklin quitte aujourd'hui ses fonctions de président de Dexia Banque Belgique. Des fonctions qu'il occupait depuis 3 ans. C'est lui qui a vu les premiers balbutiements de la fusion des entités belges et françaises de Dexia. Il nous a livré ses commentaires sur l'année 2002, une année évidemment empreinte de concentration dans le secteur bancaire européen. Écoutez-le. Le fait qui m'a marqué le plus en 2002 est la chute des marchés boursiers et ses conséquences pour tout type d'industrie et tout type d'entreprise. Une gestion quotidienne à part entière avec la maîtrise des coûts comme seule action méticuleusement observée par les marchés et les analystes. Telle est la définition de la crise selon Luc Onklin. Difficile effectivement de naviguer entre les baisses de revenus et ceux préalablement annoncés dans les business plans. À cela faut-il ajouter le brouillard complet dans lequel le capitaine a dû piloter son navire en 2002. Et la météo s'annonce encore incertaine en 2003. Nous vivons sous un coût ou sous une hypothèse d'événements que personne ne contrôle, qui sont de 2 ordres. 1, que va-t-il se passer en Irak? On n'en sait toujours pas grand-chose. Et 2, le pire, je crois, c'est un autre attentat terroriste. Et les marchés boursiers, les marchés financiers sont, je dirais, tributaires d'événements. Devant tant d'expectatives, le marché aura effectivement été paralysé, l'autodirecteur américain ayant pourtant subi une dégringolade historique. Le secteur de la banque-assurance est assis sur les premières marches de la bourse et Dexia y aura connu une année 2002 agitée. Avec la masse énorme de capitaux que nous gérons, que ce soit l'actif ou passif du bilan, que vous devez tenir compte, dans la mesure du possible, de 2 facteurs que vous ne maîtrisez absolument pas, qui est l'évolution des taux, qui est influée par des événements, et 2, le comportement des marchés boursiers. Et donc, ils peuvent conduire après coup, mais quand vous connaissez la fin du film, c'est facile, à des impacts de l'ordre de 2, 3, 400% de marge d'erreur sur des budgets que vous avez annoncés, notamment aux marchés financiers et aux analystes. C'est ça la difficulté. Dexia avait pourtant profité de grandes synergies de marché après l'avènement de l'euro et si l'acquisition d'Artesia Banking Corporation en 2001 constitue la dernière grande opération de concentration du secteur financier belge, Luc Onklin s'attend encore à certains mouvements, mais cette fois à l'échelle européenne et mondiale. Si vous regardez le paysage belge, nous sommes à 4, à avoir plus ou moins 80-85% de parts de marché, concentration raisonnable et concurrence encore raisonnable, faisable. En Europe, c'est différent. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France, avec tout le remue-ménage autour du Lyonnais, la Poste, peut-être demain la Société Générale. Je crois qu'en France, le mouvement ne fait de nouveau que reprendre.
Que feront les grands groupes? Mais alors je parle de tout grands groupes tels que HSBC ou Lloyds TSB qui ont des totaux de bilan qui sont 5-6 fois les nôtres. Personne ne le sait. Quant à ses perspectives pour l'avenir, Luc Onklin veut rester positif, un optimisme qu'il distille à dose pourtant bien contrôlée. Moi, je suis un optimiste raisonnable, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Mais en tant que manager, je prends le scénario avec mes collègues, je dirais le moins favorable. Parce que je ne crois pas que le manager doit se dire « Bon, ça va s'arranger ». Je crois qu'il faut un peu se laisser inspirer par Murphy's Law. Si ça peut rater, ça ratera. Et que ferons-nous dans ce cas-là? Il faut se préparer au pire tout en espérant le meilleur, mais pas l'inverse. On peut qualifier son regard sur l'année 2002 de regard alternatif. Bernard Bayot fait partie d'une organisation qui rassemble 60 autres organisations soucieuses d'imprimer leur griffe verte aux investissements. Son regard sur 2002 est bien évidemment un regard éthique, mais également un regard social. Voyez son interview. L'événement qui me paraît le plus marquant en 2002, c'est l'adoption par la Chambre des représentants le 5 décembre dernier de la loi qui instaure un service bancaire de base. Ce service existait déjà dans le cadre d'une charte volontaire de la part des banques, adoptée en 1996, mais qui s'est avéré un échec car l'exclusion a continué à croître. Et donc la Chambre a donc adopté une loi qui contraint maintenant les banques à donner accès à chacun à un compte bancaire, quelle que soit sa situation financière. On les estime à près de 75 000, un chiffre qui doit être en dessous de la réalité. Ces personnes ont un point commun, leurs revenus ne leur permettent pas d'obtenir un compte bancaire. La nouvelle loi entraînera l'obligation pour les banques de créer un service bancaire universel. Le client ne déboursera pas plus de 12 € par an pour l'obtenir. La charge de ce service sera supportée par l'ensemble du secteur. Selon Bernard Bayot, cette obligation est cruciale. Pour la responsabilité sociale, c'est déclaré que cette responsabilité sociale est publique et que donc le législateur doit pouvoir intervenir lorsque c'est nécessaire, comme en l'occurrence. Et c'est montrer aussi que l'économie en général, et notamment l'activité bancaire, ne tourne pas sur elle-même dans une simple logique économique, mais tourne également dans le cadre de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Faire tourner l'économie dans le cadre de la citoyenneté et de la cohésion sociale est un des objectifs que s'est fixé la SBL Réseau Financement Alternatif, sorte de coupole regroupant 64 ASBL côté francophone. Elle se veut un réseau de sensibilisation, de solidarité et de concertation en matière d'éthique financière et sociale. Qui ne connaît pas aujourd'hui les fonds éthiques, mais ont-ils été eux aussi victimes du marasme boursier de 2002 ? En termes de rentabilité, les fonds éthiques ont les mêmes problèmes que les autres. Il faut savoir qu'il existe des indices éthiques, il en existe 4 ou 5 à travers le monde, dont un tout nouveau en Belgique. C'est également un fait marquant en 2002, l'indice Etibel. Ces indices montrent que la rentabilité des fonds éthiques est grosso modo du même ordre, voire un peu supérieure aux fonds non éthiques. Apparu chez nous à la fin des années 80, l'investissement éthique a de plus en plus la cote. 5 nouveaux produits bancaires ont été lancés en 2002. On compte en outre près de 46 caves éthiques en Belgique. Il y avait un appel d'air déjà avant la crise en faveur des fonds éthiques, et cet appel d'air existe toujours. Et je crois que dès l'instant où il y aura une reprise, ça va véritablement exploser. C'est un marché qui va exploser, ça me paraît très clair. À contre-courant des fonds éthiques, une petite société américaine a lancé en 2002 le Vice Funds, soit un fonds d'investissement totalement dédié au vice. Celui-ci n'investit que dans l'armement, le tabac et le jeu. Selon ses créateurs, un tel fonds aurait eu entre 1997 et 2002 un retour sur investissement de plus de 50%, soit près de 5 fois plus qu'un fonds classique. Alors le vice va leur refuge ? Je ne pense pas. Ce qu'il y a, et ça c'est la réalité, c'est que sur le long terme, il est clair que des entreprises qui respectent un certain nombre de critères sociaux et environnementaux qui ont égard au développement durable, eh bien, elles ont effectivement un rendement et une stabilité nettement supérieure. Et donc, je dirais même d'un point de vue strictement économique, ces fonds-là ne sont évidemment pas très intéressants. La personne que je vous propose d'écouter maintenant a un avis bien tranché sur l'actualité économique 2002 puisque son métier l'a conduit à analyser, voire à critiquer et à décrire cette information économique. Béatrice Delvaux a dirigé pendant plusieurs années le service économique du soir avant début 2002 de devenir le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef du quotidien. Elle revient pour nous dans son interview sur les problèmes qu'ont rencontrés les médias en 2002 et notamment les médias économiques. Écoutez-la. Moi, ce que je trouve extrêmement marquant, c'est un peu la chute des icônes et le fait qu'on se rende compte que de grandes entreprises puissent finalement se révéler extrêmement fragiles. Donc, c'est le cas emblématique, c'est Vivendi.
dont nous avons d'ailleurs fait, nous, le fait économique de l'année dans notre rétrospective, la chute de Jean-Marie Messier. Le 2 juin 2002, Jean-Marie Messier annonçait sa démission de la tête d'un des groupes médias les plus puissants du monde. Le patron très controversé de Vivendi Universal, le maître du monde, comme il s'était surnommé, payait au prix fort sa politique de diversification et d'expansion. Il est vrai que l'éclatement de la bulle spéculative a mis à jour les nombreuses failles du groupe Vivendi. Ankylosé par sa dette colossale, le bateau prend l'eau. Ça pose toute la question, ça met en cause toute une théorie dans laquelle moi, lorsque j'étais chef du service économique, on a beaucoup dû travailler, qui était l'idée de la taille, que la taille primait tout et que la taille était indispensable pour survivre dans un monde globalisé. Et on voit que la taille devient et peut devenir un terrible handicap. D'autres gros groupes, notamment américains, paieront aussi lourdement la note. Trucage de comptes, synergie coûteuse, gestion défaillante, rôle trouble des administrateurs. À tout cela s'ajoute la théorie toute faite de certains analystes et des gourous de l'économie. Pendant des mois, les médias économiques ont tourné kazakh. Je trouve que ça nous donne à nous, journalistes aussi, beaucoup d'humilité. Il faut se rappeler que c'est une année aussi au cours de laquelle la patronne du Financial Times a dénoncé le manque d'investigation de ces journalistes économiques. Quelque part, que la mecque des journalistes économiques n'ait pas elle-même pu avoir les outils pour contrôler l'évolution du monde capitaliste et du monde de l'économie, je trouve que ça, c'était aussi assez révélateur. Les médias en 2002, c'est aussi et presque surtout la crise publicitaire qui frappe le secteur, souvent durement. Reflet de la santé des entreprises, les campagnes de publicité se font rares dans la presse, un phénomène qui se poursuit aujourd'hui. On a senti des campagnes d'image pour certains qui correspondaient plutôt à des stratégies, mais honnêtement dit non, la fin de l'année, la publicité commerciale n'est pas mauvaise, je pense que les médias écrits s'en sont mieux sortis que les médias audiovisuels. Mais c'était très ponctuel. Je veux dire, on a eu des campagnes de télécom qui sont évidemment un des endroits les plus dévastés par rapport à ce qu'on a connu il y a 2-3 ans. Mais on en a eu une très importante qui était plutôt liée au lancement de nouveaux produits, assez ciblés. Donc ça a été plutôt pas mal. Mais je ne peux pas dire pour autant qu'il y a une reprise. En fait, non. C'était chouette. Il y a presque un an, jour pour jour, Béatrice Delvaux était intronisée, rédactrice en chef du premier quotidien francophone belge. Le soir vit une crise extrêmement profonde, déclare alors celle qui en prend les rênes. Elle est alors et toujours aujourd'hui l'unique femme rédactrice en chef d'un quotidien belge. Et je constate moi comme femme que beaucoup de femmes ont des difficultés à ménager les deux. Et donc je m'en rends compte moi maintenant comme manager. Et donc je trouve que ça incite à beaucoup, je n'ai pas un discours anti-féministe, je pense que les femmes, c'est bien qu'elles aient des ambitions, qu'elles fassent, mais je me rends compte que c'est plus difficile pour elles. Peut-être que le fait que ce soit plus difficile les rend un petit peu plus soucieuses de l'impact des décisions qu'elles prennent. La question est souvent posée aujourd'hui par les journalistes économiques, alors inversons les rôles. Béatrice Delvaux, est-ce que la relance économique sera bien de mise au second semestre 2003 ? Oui. Certainement pas avant, oui, c'est juste, oui. Et pour certains, ce sont des optimistes. Donc je veux dire, moi qui ai plutôt l'habitude d'interroger les autres que d'être gourou moi-même, donc j'aurai un meilleur indicateur quand je reverrai ma publicité qui va reprendre, les offres d'emploi qui vont reprendre. Je pourrais vous dire que ce sera un des indicateurs pré-annonceurs d'une reprise. Donc à ce moment-là, je pourrais donner mon indicateur en tant que rédacteur en chef. Mais comme journaliste, on est nous à l'écoute de ce que les autres décodent. Et voilà qui clôture ce second volet d'interview économique de l'année. J'espère que vous y avez appris beaucoup de choses, que vous avez vu d'autres regards sur l'actualité économique. Je vous souhaite d'une manière générale une très bonne année, mais également, évidemment, une très bonne année économique. À très bientôt.